Vous écoutez RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Des orfèvres du Moyen-Âge aux grandes maisons de la place Vendôme, la joaillerie française trouve ses lettres de noblesse au XVIIe siècle, emparant les têtes couronnées de France et d'Europe des plus beaux joyaux. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Ces pièces d'exception sont des symboles du pouvoir. Thomas Hugues. À la tête de ceux qui sont bien nés, elles renforcent leur appartenance au plus haut rang. Sidonie Bonnec. Déjà, les Égyptiens pensaient que les bijoux étaient la chair des dieux et les Mayas comparaient l'éclat de l'or à la lumière de l'astre solaire. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Des pierres précieuses qui ne valent rien, Thomas, s'il n'y a pas des hommes pour les poursuivre, et les depuis chasser. toujours, on en rêve. Évidemment, et notre invité fait justement ce métier qui fait rêver. Il est chasseur de pierres précieuses et pour satisfaire sa passion, il parcourt la planète jusque dans les coins les plus reculés, les plus mystérieux, les plus dangereux aussi. Bonsoir Patrick Boileau. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Soyez le bienvenu. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec une mallette argentée, fermée à double tour que vous avez posée très sagement à côté de vous. Il paraît que vous cachez aussi des choses dans vos poches. Vous êtes un homme très mystérieux, mais on est ravis de vous avoir. On découvrira ça tout à l'heure, hein. On espère, on espère. Peut-être. Ça dépendra de nos questions, c'est ça? Oui. Et ce sont les pierres précieuses qui ont fait de vous un aventurier. Oui, absolument. Ça démarre comment tout ça? Bon, ça démarre comme tous les enfants qui collectionnent des pierres à l'âge de 8 ans. C'est des pierres, de les cailloux? Pierres, les papillons, un peu tout, Ouais. les cailloux. Et puis, c'est devenu une passion, une vraie passion. J'ai continué à en chercher un peu partout en France. Et dès que j'ai eu ma majorité, j'ai commencé à voyager à l'étranger, au Brésil, Colombie, Birmanie, enfin Madagascar. Tout. Ça veut dire que vous en vivez aujourd'hui, Patrick Boileau, de votre métier? Non, ça veut dire que j'ai un deuxième métier. Ouais. J'ai fait mes études de gémologie en même temps que mes études de pharmacie. Et en fin de compte, je suis toujours pharmacien, j'ai toujours une pharmacie à Paris. Mais par contre, depuis toujours, je parcours le monde, je voyage énormément et je vais dans les mines. Votre temps libre, en fait, c'est pour chasser les pierres précieuses, c'est ça? Oui, j'ai beaucoup de temps libre. C'est bien, vous êtes organisé pour en avoir Je suis beaucoup. organisé. Et alors, si ça fait des années que vous chassez les pierres précieuses, votre collection, elle doit être impressionnante. Vous avez combien de gemmes, combien de pierres? Vous les comptez plus? Non, je les compte plus parce que j'ai même monté. Alors, j'ai toujours allié la pharmacie et les pierres parce que, si vous voulez, quand on veut bien s'ouvrir l'esprit dans les études de pharmacie, on apprend beaucoup de choses, dont la minéralogie, la chimie, etc. Donc on peut soigner avec des pierres précieuses. C'est ce que vous dites? Alors non, c'est pas ce que je dis. Je D'accord. dis que la chimie permet de savoir, de connaître la composition des pierres précieuses. Mais on peut soigner avec des pierres précieuses. La radioactivité vient d'une pierre qui n'est pas forcément précieuse, mais enfin, donc il y a beaucoup d'éléments qui sont dans les pierres précieuses. Le talc pour les bébés, par exemple, voilà. C'est une pierre, c'est un minéral. Et donc j'ai monté un musée dans ma faculté avec une partie de ma collection. Et sponsorisé par un laboratoire pharmaceutique. Donc vous exposez vos pierres, Oui, vos gemmes. oui. C'est quoi la plus belle pour vous? C'est toujours difficile de répondre à une question comme ça. Voilà, mais elles bon. sont toutes belles pour moi. Ah. Celle que je vais vous montrer peut-être tout à l'heure est très belle. Mais si vous voulez, chaque pierre pour moi correspond à une aventure en réalité. Et des aventures, vous en avez mené dans plusieurs pays, au Pakistan, en Colombie, en Birmanie. Vous avez pris même beaucoup de risques. Vous n'avez pas peur? Le plaisir et l'envie de découvrir de Si vous nouvelles voulez, pierres précieuses? Je dis souvent, pour parler du Pakistan, la mine est à 6000 mètres d'altitude. Ouais. Et on trouve, alors c'est là, vous m'avez vraiment lancé sur le bon chemin pour que je vous montre immédiatement ce que c'est. Alors vous ouvrez votre mallette Voilà. argentée. Voilà. Non, le Pakistan est à 6000 mètres d'altitude. Je dis souvent, bon, j'adore le ski, mais aller faire de la peau de phoque pour redescendre, etc., jamais. Oui. Mais par contre, monter à 6000 mètres, quand je sais qu'il y a des cristaux d'aigle marine qui font 4 kilos en haut, oui. Waouh. Voilà. Des Alors- cristaux d'aigle marine. Alors, Ouais. vous allez le montrer Sur RTL.fr. sur RTL.fr. Je pense qu'on le voit et vous allez nous le décrire, surtout pour ceux qui ne nous suivent pas sur RTL.fr. Alors, c'est un cristal. Les cristaux d'aigle marine, l'aigle marine, c'est un minéral qui renferme un métal qu'on appelle le beryllium, qui est relativement rare, qu'on utilise dans la fabrication des fusées. Et là, c'est vraiment un cristal tel qu'on le trouve dans la nature. C'est-à-dire qu'il est hexagonal,
Il n'a pas été coupé, il n'a pas été... D'accord. Pas du tout, il n'est même pas cassé. La nature produit ça. Oui, tout à fait. Alors les angles sont droits, moi je vais le décrire, les angles sont droits. On a un peu l'impression d'avoir un bloc de loin, un bloc de glace, ça pourrait faire penser à un bloc de glace parce qu'il y a cette espèce de transparence. J'ai fait un certain nombre de films où je raconte la légende notamment sur cet endroit. Et les premiers Pakistanais qui étaient bergers dans ces hautes montagnes du Pakistan, le Karakorum, ont ramené un cristal pensant que ils l'ont ramassé par terre parce qu'ils avaient soif, pensant que c'était de la glace. Et en fin de compte, ils ont trouvé ça et après, ils ont continué et été chercher ces pierres à cette altitude. Et de cette taille-là, c'est rare de trouver un cristal de cette taille-là. C'est pour ça que vous l'avez ramené. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je vous l'ai ramené pour vous le montrer. Merci, c'est un joli cadeau. Enfin non, vous allez repartir avec, mais bon. Ne nous trompons pas. C'est une expression. Et d'ailleurs, sur la couverture du livre, je vous ai amené l'original. Alors, le livre, c'est sur la piste. C'est une aigue marine aussi, qui est publiée aux éditions du Trésor. Et effectivement, on voit dans la main, c'est peut-être la vôtre, une aigue marine. Alors, c'est celle de mon fils, parce que voilà. Alors, donc ça aussi, ça jaillit dans la nature comme ça. Tout à fait comme ça. C'est pas taillé. Pas du tout taillé. Que Sidonie tient dans. Donc il y a un morceau bleu hexagonal et il y a un morceau blanc un petit peu tout cassé. Collé. Voilà, il n'est pas tout cassé. C'est mon œil de béotienne. Oui. Voilà, non mais le cristal est tout à fait naturel avec toutes les faces, etc. Mais vous savez, en réalité, quand on retaille une pierre précieuse, c'est un peu pour redonner la forme de ces cristaux originels. La forme naturelle. La forme naturelle. Parce que souvent, on ne les trouve pas comme ça. Qu'est-ce qui différencie une aigue marine d'une topaze ou d'un saphir ? C'est pas la même composition chimique. C'est-à-dire, l'aigue marine, c'est à peu près la même structure que l'émeraude. Et elles sont colorées toutes les deux par des oxydes différents à l'intérieur qui donnent la couleur. Mais toutes les autres pierres, la topaze, le saphir, tout ça, les structures sont très différentes à l'intérieur. La formule chimique du minéral est différente. C'est comme ça qu'on différencie les différentes pierres précieuses. Alors, il y a cette passion des pierres précieuses associée à votre métier de pharmacien. Qui vous transforme en aventurier régulièrement dans l'année. Et alors forcément, nous, on a nos questions de curieux. On s'est dit, quand on est aventurier, on prend des risques. C'est quoi les risques que vous prenez ? Ce sont des risques liés à l'homme ou à la nature ? Les deux ? C'est plus à l'homme qu'à la nature. Ouais. Si vous voulez, les risques... par exemple, j'ai monté une expédition dans le Cachemire indien, où se trouvent les plus beaux saphirs du monde, où aucun occidental n'avait été depuis la scission du Pakistan et de l'Inde. C'est une zone de guérilla. Alors là, on a fait 150 km à pied en traversant le haut Himalaya, c'est-à-dire 6000 mètres aussi, par un col, et en redescendant dans le Cachemire. Et on marchait 15 heures par jour pour éviter justement les guérillas dissidentes de la région. Et vous avez trouvé quoi ? J'ai pu démontrer, j'ai fait un film là-bas qui était passé sur France 5, j'ai pu démontrer que ces mines produisaient toujours. Parce que tout le monde pensait que les mines ne produisaient plus. Mais il y a des mineurs, des géologues, etc. Il n'y a pas de route, il n'y a rien pour y aller. Il y a une partie des pierres qui vont pour payer la guérilla, de façon à ce que les pierres puissent passer. Une autre partie qui est volée et qui part à droite à gauche pour alimenter certains joailliers. Et le reste arrive dans la mine d'État, enfin dans le bureau d'État. Et d'ailleurs, j'ai reçu un mois après, même plus d'un mois après, une lettre du directeur qui se trouve à Srinagar, qui est très loin de la mine, qui disait « Mais qu'est-ce que vous pensez de ma mine ?» J'ai jamais répondu, parce que je voulais pas mettre en porte-à-faux les gens qui étaient dans la mine. Vous rentrez, Patrick Voileau, du Sri Lanka. Oui. Et vous êtes parti là-bas à la recherche des pierres de lune. Ça fait rêver, ça aussi. Dans un instant, vous allez nous raconter votre aventure. À tout de suite, les curieux. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. On chasse les pierres précieuses avec notre invité, le docteur Patrick Voileau, pharmacien gémologue et forcément, on l'a compris, aventurier depuis plusieurs décennies. Vous parcourez la planète sur la piste des mines les plus reculées et on est heureux dans notre studio de la curiosité et chanceux puisque vous nous avez rapporté certaines de ces pierres précieuses et notamment une aigue marine impressionnante qui fait quel poids, rappelez 4 kilos. 4 kilos. Donc alors 4 vous nous la kilos. vendez à combien? Sidonie, moi j'ai perdu mon émission de télévision, donc j'ai pas les moyens de vous l'acheter. Hein. Moi aussi, donc je fais des économies. ça vaut cher, une aigue marine de 4 kilos. Ça peut valoir cher, c'est pas taillable. Si c'est des millions.
Non, c'est pas des millions. C'est pas des... mais ça vaut assez cher. C'est difficile de vous dire parce que vous savez, chaque pierre, vous avez un prix dans la mine, vous avez un prix chez les gens qui vont la transporter et la vendre, et puis un prix à l'arrivée, et le prix du joaillier. Il y a une différence sur le diamant, la différence est moins importante que sur les pierres de couleur. Et sur les pierres de couleur, la différence, ça peut être de 10, parfois même 100. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Oui. Et c'est ce qui fait vivre aussi les gens des pays. Mais vous les vendez, vos pierres précieuses, ou vous les gardez? Moi, c'est un gros problème. C'est-à-dire que quand j'en ai acheté une, j'arrive plus à la vendre, quoi. Ah oui. Eh oui. Alors j'ai mon fils qui a fait une école de commerce, qui veut en vendre maintenant et qui en vend et qui fait des bijoux, etc. Mais je me fais régulièrement, quand je reviens d'expédition, engueuler, excusez-moi de l'expression, parce que les plus belles, je les garde. Patrick Boileau, vous revenez du Sri s'appelle Lanka. une passion, vraiment. Vous revenez du Sri Lanka, il y a je crois à peine quelques jours, c'est ça? C'est un grand pays producteur de pierres précieuses. Oui, très grand pays de producteurs de pierres précieuses depuis très longtemps, puisque déjà Marco Polo en parlait. Puisqu'il parlait du roi singalais qui avait un énorme rubis, etc. Et il ramenait des saphirs aussi pour donner comme carte de visite au Grand Khan, etc. Donc des pierres précieuses de toutes sortes au Sri Lanka? Toutes sortes, non, il y a pas de diamants. Mais il y a tous les saphirs, il y a des grenats, il y a tout un tas de noms qui ressemblent à des noms de maladies que je ne vous citerai pas, mais il y a le zircon, la tourmaline, plein de choses. C'est un pays très très riche, surtout ce qu'on appelle alluvionnaire, c'est-à-dire que il n'y a pas d'exploitation industrielle. Ce sont que des artisans qui travaillent et qui creusent, parce que quand on a des régions alluvionnaires, c'est-à-dire les pierres précieuses descendent des montagnes, ils sont amenés par l'eau et sont déposés au fond des rivières. Alors, rivières qui ont disparu, qui sont encore existantes, et les gens cherchent à ces endroits-là, parce que la concentration de pierres précieuses est beaucoup plus importante à ces endroits-là. Et ça ressemble à quoi, cet environnement? C'est de la jungle? Faut traverser quel type d'environnement pour arriver à ces rivières où sont les pierres précieuses? Si vous voulez, le Sri Lanka est encore tout l'intérieur du Sri Lanka, c'est encore une jungle pratiquement primaire, et on trouve assez peu dans la jungle, on trouve plutôt dans les vallées où les pierres sont amenées justement par les eaux de ruissellement, et on trouve ça au milieu des rizières, c'est-à-dire que très souvent vous avez des gens qui font des rizières et puis un jour ils creusent un puits et ils tombent sur les pierres précieuses, donc clac, on y va, on creuse un trou de 30 mètres de profondeur. C'est-à-dire qu'il y a des Sri Lankais qui deviennent riches du jour au lendemain avec ces pierres et ces trouvailles? Alors, il y a eu un phénomène comme ça. Non, si. Non, mais il y a eu un phénomène comme ça. Ils ne viennent pas riches du jour au lendemain. C'est-à-dire que les propriétaires de mines sont riches. Oui. Il faut tout de suite démystifier l'histoire. Les mineurs sont pas pauvres non plus. C'est-à-dire que les mineurs, à partir du moment où ils trouvent, ils gagnent de l'argent parce qu'ils sont au pourcentage. Donc souvent, ils sont sales, etc. On a tendance à dire ils sont esclaves. Pas du tout. Moi, je connais pas de mines, sauf dans les zones de guerre, où on oblige les gens à chercher, ce qui est très rare aujourd'hui. Je connais pas d'endroit où on oblige les gens à aller creuser et chercher des pierres précieuses. Et bien souvent, les mineurs qui cherchent les pierres précieuses sont plus riches que le paysan qui va cultiver son champ de riz. Et alors, au Sri Lanka, c'est bien au Sri Lanka, vous avez trouvé des pierres de lune. Ça ressemble à quoi, une pierre de lune? Quel beau nom. Pierre de lune, c'est une pierre qui est plutôt blanche ou complètement transparente. Les plus belles sont vraiment cristallines, transparentes, comme un verre d'eau, si vous voulez, mais avec un reflet bleuté dessus. C'est l'association de deux minéraux qui sont à l'intérieur de cette pierre, qui, lorsque la lumière, c'est un peu comme tout à l'heure, lorsque la lumière arrive sur la pierre, ça va absorber que le bleu. Donc il y a un espèce de reflet bleuté qui rappelle la lune. Et au Sri Lanka, ils sont dingues de ces pierres. Vous en avez trouvé lors de votre dernier voyage? Bien sûr. Parce que, si vous voulez, ça a une signification au Sri Lanka, la pierre de lune. On dit que la pierre de lune attire l'eau. Donc les rois singalais, avant le bouddhisme, couvraient le toit de leur palais de ces pierres de lune pour attirer l'eau de la mousson. Parce qu'en réalité, ici, on n'est jamais content quand il pleut. Mais là-bas, ils attendent la pluie avec impatience, et c'est quelque chose d'important. En France, ça se travaille, la pierre de lune, ça s'achète? C'est une pierre précieuse qui vaut quelque chose, qui a une importance? Oui, ça se travaille. C'est un peu moins connu, mais c'est une pierre qu'on travaille. Mais surtout, on appelle ça un cabochon. C'est-à-dire qu'on arrondit
La pierre, il n'y a pas de facette, on l'arrondit de façon à bien voir le reflet. Et d'ailleurs, pendant que vous nous parlez, il y a Claude Sigetti, notre producteur, qui est allé sur votre site, patrickvoileau.com, et on voit l'une de ces pierres de lune qui a été, on l'imagine, polie. Effectivement, elle est toute ronde. Alors, Sidonie se contorsionne. Si vous voulez nous regarder sur RTL.fr, ne ratez pas ce moment où Sidonie Bonnec se contorsionne pour voir une pierre de lune. Ah oui, ça fait toujours rêver les femmes, hein, les pierres précieuses de toute façon. Ouais, je crois, oui. On aimerait que ça fasse plus rêver les hommes, mais bon. Mais vous savez que ça a été l'apanage. Pardon. Allez-y, non, ça a été l'apanage des hommes pendant très longtemps. Hein. Ah oui. C'est Agnès Sorel, qui était la maîtresse d'un roi de France, qui est la première à porter un diamant. Et ça a lancé cette mode, mais Saint-Louis avait fait un décret interdisant aux femmes de porter des diamants et des pierres précieuses. Alors, on est allé au Sri Lanka et maintenant on va partir en Birmanie. Si on allait chasser quelques rubis, tiens. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut. RTL. Nous sommes avec un chasseur de pierres précieuses. Ah, votre curiosité est aiguisée tout de suite, évidemment. Nous aussi, depuis 20 ans, notre invité, Patrick Voileau, parcourt la planète sur la piste de ces pierres. Alors, il y en a de couleurs et de tailles absolument différentes, toujours dans des mines assez reculées. Ça vous fait découvrir aussi du pays comme la Birmanie, et notamment la mine de Bogok, si je prononce ça bien. Bogok. Ah, Mogok. Bah, c'était mal prononcé, en effet. C'est pas beau gosse, c'est Mogok. À la recherche du rubis. Là, je me suis pas plantée. Ça, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est l'endroit où on trouve les plus beaux rubis du monde. C'est ce qu'on appelle les rubis sang de pigeon, parce que c'est une couleur. Sang de pigeon. Ouais. Donc c'est foncé ou c'est clair? C'est ni foncé ni clair, c'est une couleur un petit peu comme le rouge de RTL, vous voyez. Ah ouais. C'est une très jolie couleur, assez vive, mais sans rose dedans, sans trop de jaune. C'est un très beau, sur les plus beaux rubis du monde. Vous racontez qu'on les fait chauffer parfois ces rubis pour les rendre encore plus sang de pigeon. Alors, il y a une transformation qui est tolérée sur les pierres précieuses, notamment les saphirs et les rubis. C'est effectivement de les chauffer parce que on continue le processus naturel. C'est-à-dire que, notamment dans les saphirs, il y a des aiguilles de rutile. Le rutile, c'est du titane. C'est ce qui donne la couleur bleue au saphir. Et quand on chauffe ces pierres, l'oxyde se dissout dans la pierre et diffuse la couleur bleue. Et on a la même chose avec le chrome dans le rubis. Alors, aller en Birmanie aujourd'hui, c'est un peu plus facile parce que le pays s'est ouvert, mais je dis un peu plus, parce que c'est quand même pas la destination la plus simple. La première fois que vous y êtes allé, c'était quand? Dans les années 80, c'est ça? Oui, c'est ça. On avait des visas de 7 jours. Donc c'était un pays ultra fermé. Comment vous accédez à cette mine de Mogok dans une Birmanie du milieu des années 80, l'un des pays les plus hermétiques au monde? C'est un peu ma spécialité, c'est de trouver les contacts. Ouais. C'est-à-dire que pour les pierres précieuses et même pour faire toutes ces choses-là, il faut trouver des contacts, il faut pénétrer les milieux, avoir des gens qui ont confiance en vous et en qui vous avez confiance. Vous me parliez de la peur tout à l'heure. Je veux dire, très souvent, le problème, quand on est pris par des bandits, des guérillas, des choses comme ça, c'est parce que le contact n'est pas bon. Ça vous est arrivé, ça? Alors, bon, il m'est arrivé d'avoir des problèmes, mais souvent mes contacts sont bons. Je suis là aujourd'hui, donc ils sont bons, ils sont très bons. C'est-à-dire c'est des contacts qui vous mènent aux mines. Voilà, mais sont des gens du pays en qui vous devez avoir confiance et qui vont vous mener aux mines et qui vont vous faire confiance aussi. Il y a quelques temps, juste pour reparler du Pakistan, je voulais aller voir une mine de péridot, c'est une pierre verte. J'ai appelé là-bas au Pakistan, j'ai appelé mes contacts, ils m'ont dit écoute, le dernier qui est venu s'est fait couper la tête et c'est pas la peine de venir en ce moment. Non pas parce qu'il y ait des terroristes, mais parce qu'il y a simplement des bandits et des gens qui cherchent de l'argent. Ce rubis, on l'extrait comment de ces mines en Birmanie? À la dynamite? Alors, il y a plusieurs manières aussi de l'extraire. Alors, justement, en Birmanie, on a ce qu'on appelle des gisements primaires, c'est-à-dire là où le rubis s'est formé. Et on a aussi les gisements alluvionnaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on appelle les gisements secondaires, où le rubis a été emmené par l'érosion, etc. Alors, dans le gisement primaire, si vous voulez, on va casser... Le rubis s'est formé dans du marbre blanc. Et c'est très beau d'ailleurs. Ça doit être magnifique. Quand le contraste entre la pierre rouge et le marbre blanc. Ouais. C'est très très beau. Il faut venir voir mon musée, vous verrez. Voilà. Avec plaisir. Et il est à Paris, votre musée? Et oui, il est juste en très très proche banlieue parisienne. Bon. C'est très facile d'accès. Et donc,
on sait qu'à peu près, quand on va détruire 10 tonnes de marbre, on va peut-être trouver un carat de rubis, en moyenne. Mais c'est Un carat? Un carat, c'est 0,2 grammes. Ça vient de la graine de caroubier. Attendez, j'ai bien entendu, 1 tonne 10 tonnes. 10 tonnes pour Voilà. un C'est carat. un peu pareil pour le diamant. Hein. Oui. Et ça ne peut pas être exploité par des artisans. C'est exploité par des industries plus importantes où on a besoin de moyens, où là, éventuellement, on utilise la dynamite, etc. Et par contre, l'exploitation artisanale, elle se fait dans des endroits, dans de la terre, etc. Ce que je vous disais tout à l'heure, on creuse un puits, on tombe sur du rubis, on vire toutes les maisons et on continue à creuser. Mais ça descend jusqu'à quelle profondeur, un puits pour trouver du 30 rubis? mètres. Et c'est pas oppressant? Vous êtes descendu, j'imagine, dans ces puits. Ah oui. Vous y allez à chaque Je fois. veux dire, on parlait des pierres de lune tout à l'heure. Oui. Le fils du propriétaire des mines de pierres de lune est venu me voir à Paris un jour en me disant: est-ce que tu pourrais nous montrer le film que tu as fait au fond de notre mine? Parce que nous, on n'est jamais descendu. On n'a jamais osé. C'est oppressant. C'est-à-dire que si on est claustrophobe, oui, moi j'ai l'habitude, ça me presse pas vraiment, mais Mais on respire moins bien, c'est quoi? C'est la sensation qu'on a ça dépend à des 30 mines. ou 40 mètres de profondeur comme ça. Il y a des mines où c'est pas très oppressant, mais il y a certaines mines où le gradient géothermique augmente, c'est-à-dire, vous savez, la température plus on descend augmente, et il arrive dans certaines mines où on se promène avec des bottes en caoutchouc, on sent l'eau chaude Dans les bottes. Ouais, à travers les bottes. Patrick Pas dedans. Boileau, vous racontez toutes ces histoires, tous ces voyages incroyables à la recherche des pierres précieuses, sur les pistes des pierres précieuses. C'était aux éditions du Trésor. Et vous racontez que ces mines de Mogok en Birmanie sont entourées de superstitions, de récits sur des dragons, des fantômes. Qu'est-ce que ça inspire? Si vous voulez, ces mines ont été découvertes au 5e siècle. Et ça a été exploité depuis le 5e siècle, malgré les Anglais, malgré tout le monde. Mais ce sont des gens qui ont une culture, cette région est proche de la Chine, donc ils ont une culture très imprégnée par la Chine, et ils croient dans beaucoup de légendes, parce qu'on trouve dans ces mines des squelettes d'animaux préhistoriques, et quand ils trouvent une dent d'un animal préhistorique, ils pensent que c'est un dragon qui gardait la mine. Un peu partout dans ces régions-là, même dans d'autres pays, les gens font des cérémonies parce que, vous voyez, on parlait du Pakistan tout à l'heure, ils ont l'impression que les fées protègent la montagne et que s'ils font pas une cérémonie ça va s'écrouler. Enfin, donc il y a beaucoup de croyances très anciennes. C'est pas pour éloigner aussi un peu les touristes et les chasseurs de pierres précieuses? Non. Pour vous faire peur? Non, ils se font peur eux-mêmes. D'accord. Alors on va continuer de raconter l'histoire des pierres précieuses sur RTL. Dans la curiosité, on va filer en Colombie. Restez avec nous parce qu'il y a encore plein d'aventures forcément à vivre. RTL, Jusqu'à 22h, la curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Bienvenue à vous les curieuses et les curieux, vous nous rejoignez sur RTL, mais quelle belle idée, on a encore 1 heure d'histoire pour vous, d'histoires incroyables, de destins hors normes et de secrets palpitants. Et vous en avez un? Mais oui, Thomas, des secrets et des tabous comme ceux qui entourent l'histoire des nazis français. C'est un documentaire de Guy Lagache qui dévoile des documents inédits qui prouvent notamment, entre autres, leur participation à la solution finale. Le journaliste de D8 viendra nous révéler ces documents, nous raconter cette histoire tout à l'heure. Et tout de suite, on continue de chasser des pierres précieuses, direction la Colombie, le pays de l'émeraude. La curiosité est un vilain défaut. RTL, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. La curiosité est un vilain défaut. RTL, La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Les diamants ne font pas rêver que les jolies femmes comme Marilyn Monroe. Ils passionnent aussi les hommes comme notre invité Patrick Boileau. Et les jolis hommes, on peut le dire. Qui est gémologue. Et les jolis hommes, historiquement, ce que nous a dit Patrick Boileau tout à l'heure, c'était les hommes qui portaient des pierres précieuses et des bijoux. Patrick Boileau qui est venu avec une aigue marine qui pèse plus de 4 kilos. Sidonie a les yeux qui brillent, mais elle ne va pas pouvoir repartir. C'est trop lourd. Avec Patrick Boileau. Vous nous emmenez en Colombie maintenant. On voyage grâce à vous. Oui. La Colombie, évidemment, ce sont les émeraudes.
Oui, les plus belles émeraudes du monde. Ouais, elles sont compliquées à aller chercher. Il faut quoi? Il faut aller dans la jungle, la forêt, c'est ça? Alors c'est un peu compliqué parce qu'en réalité c'est le nord de Bogota, ce qu'on appelle le triangle vert, l'endroit où on trouve des émeraudes depuis très longtemps aussi, puisque avant les conquistadors, les Indiens exploitaient ces mines d'émeraudes, mais pour des raisons religieuses plutôt, c'est-à-dire qu'ils balançaient les émeraudes dans une lagune qui s'appelait la lagune de Guatavita. Et un cacique plongeait couvert d'or en même temps que les prêtres balançaient les émeraudes dans la lagune. Alors, inutile de vous dire que quand les conquistadors sont arrivés, ils ont essayé d'assécher la lagune. Ça n'a pas marché parce que c'est un lac volcanique donc qui est très très profond. Il y a d'autres personnes plus tard qui ont essayé avec des sous-marins de poche, des trucs. Bon, ils n'ont jamais trouvé grand-chose. Ah, il y a encore des émeraudes à trouver par là, oui, a priori. parce que les Indiens, d'une manière classique, les Indiens Muisca, jetaient des émeraudes en offrande à un dieu qui se trouvait dans cette lagune. C'est comme nous quand on jette une pièce de monnaie dans la fontaine de Tréville. Absolument. Enfin, elle est un peu moins profonde. Voilà. Patrick Boileau, vous êtes chasseur de pierres précieuses. Qu'est-ce qui vous a emmené en Colombie à la recherche de ces émeraudes? Pourquoi elle vous fascine, cette pierre? Si vous voulez, bon, les émeraudes me fascinent, mais ce qui est fascinant, ce qui m'a toujours fasciné, ce sont ces noms mythiques. C'est-à-dire, on parlait de la Birmanie tout à l'heure, Mogok, c'est un endroit où on trouve les plus beaux rubis, et Muzo, c'est la mine où en Colombie, c'est la mine où on trouve les plus belles émeraudes du monde. Donc, j'avais envie d'aller dans cette mine, donc je raconte l'histoire. C'est pas simple, là aussi, vous activez vos contacts, votre réseau secret. Alors là, mes contacts ne voulaient même pas m'y emmener, parce qu'à l'époque où je raconte cette histoire, c'était la guerre entre les clans. C'est-à-dire il y avait 3 mines, il y avait Cosquez, Muzo et Chivor, et il y avait des chefs de clan, ils s'entretuaient entre eux, ils se balançaient en hélicoptère vivant au-dessus des mines, etc. Donc personne ne voulait aller dans les mines, on ne pouvait pas y aller en hélicoptère parce qu'ils tiraient dessus. Des clans qui veulent avoir le pouvoir, le contrôle de ces mines. Le pouvoir des mines, oui. Depuis, ça a été réglé, puisqu'il n'y avait plus qu'un seul à la fin qui avait le pouvoir de tout. Et ça vous fait pas peur, évidemment? Non, je voulais absolument aller dans ces mines. Donc j'ai trouvé un chauffeur de taxi et son cousin, qui m'ont emmené sur la route de Muzo, qui m'ont emmené jusqu'à Muzo. Des têtes brûlées? Oui, pour $100 à l'époque. Ouais. Vous racontez ces histoires dans ce livre sur la piste des pierres précieuses, publié aux éditions du Trésor, les bien nommées éditions du Trésor. Ce site, au-delà du contexte que vous nous décrivez, c'est-à-dire la guerre entre des clans, etc., est-ce que c'est un site dangereux ou facile d'accès? Comment il se présente, ce site de Muzo? C'est au milieu de la cordillère des Andes. Donc déjà la piste, on a l'impression qu'elle est complètement détruite. Et on la laisse détruite pour justement que personne n'aille trop dans ces coins-là. Aujourd'hui, si vous voulez, ça a été un petit peu cliné par les différents patrons, et je crois même que la concession très dernièrement a été rachetée par des Américains. On ne sait pas combien de temps ils vont rester, mais on verra. Et à l'époque, il y avait dans la rivière, qui était le Rio Minero, énormément de gens qui y venaient et qui essayaient de faire fortune. Et ça a créé un climat toujours dans ces régions-là qui est quand même un peu tendu. En plus, aujourd'hui, à l'époque où j'y allais, les FARC étaient aussi très présents parce qu'ils essayaient de prendre possession des mines. Aujourd'hui, c'est un peu plus pacifié, mais à partir du moment où il y a des denrées très chères et facilement négociables, c'est toujours dangereux. Ça ressemble à quoi une émeraude? C'est vert? C'est la même chose que ça. Donc que l'aigle marine. Mais vert. Mais vert, non, c'est-à-dire la même chose. C'est la même formule chimique, si vous voulez, c'est la même structure chimique. C'est-à-dire c'est du beryllium, c'est un silicate de beryllium, mais à l'intérieur il y a du chrome qui la rend verte. Ça veut dire qu'on peut trouver, pardon, je vous interromps, des émeraudes de cette taille-là, de ce poids-là, pour ceux qui nous rejoignent. On parle d'une aigle marine qui fait 4 kilos. Je vous raconte une histoire où j'ai vu une émeraude de cette taille-là. J'ai fait un certain nombre de documentaires pour France 5, je disais, dont un sur les mines. Et là, dans l'histoire, je raconte la première fois où je suis allé, j'avais pas besoin d'autorisation, mais pour faire le documentaire, il fallait que je demande au seul survivant de cette guerre, qui était Victor Kerenza, d'aller dans ces mines. Et je suis obligé d'aller le voir en prison parce qu'il était emprisonné à ce moment-là. On lui reprochait d'avoir tué 3000 personnes. Et en prison, je lui montre un film sur la Birmanie. Il fait arrêter le film. En prison, il avait ses gardes du corps, etc. Enfin, on était carrément chez Al Capone, quoi. Et donc c'était un peu stressant quand même.
Et au bout d'une demi-heure de film, il s'arrête, il fait un signe, il se lève, il va vers un petit meuble, il ouvre un tiroir, il y a un coffre dedans, il fait le numéro du coffre, il ouvre le coffre et il me sort une aiguille marine comme ça, complètement pure. Hein. Donc ça achète toute l'avenue Montaigne, là, et facilement. Ah ça y est, on a eu le prix enfin. Voilà, complètement pur. Vous connaissez le prix de l'avenue Montaigne, vous? Moi j'imagine. Il fluctue. Une addition assez rapide. Et il regarde le truc avec un regard d'enfant et il me dit, tu vois, nous aussi on a des belles choses, et il me la met dans la main. Voilà. Patrick Boileau. Oui, pardon, Sidonie, Il m'a donné l'autorisation d'aller dans ses mines. Et est-ce que vous en achetez dans ces cas-là Ah ça non. Non, pas celui-là. Pas une émeraude de 4 kilos, j'ai bien compris. Mais ça peut arriver, oui. Quand vous partez dans un pays comme ça, l'objectif c'est d'en ramener, d'en rapporter. Éventuellement, si je trouve quelque chose qui m'intéresse. Ce qui est passionnant aussi, c'est que vous emmenez des voyageurs à la découverte de ces pierres précieuses. Et pour découvrir ces voyages, on va sur votre site. C'est quoi, patrickvoileau.fr, quelque chose comme ça? patrickvoileau.com. J'étais pas très loin. Mais oui, parce que pas dans des coins comme ça quand même. Non, en Colombie, non, mais au Sri Lanka, dans d'autres pays. Parce qu'on m'a toujours demandé de venir avec moi, donc c'est un peu compliqué. Et donc, j'ai organisé des voyages en groupe très réduit. Et sinon, on peut se faire plaisir en lisant vos aventures sur la piste des pierres précieuses. C'est aux éditions du Trésor. Merci infiniment, Patrick Boileau. À bientôt au micro de la curiosité. Merci, Patrick Boileau. Vous êtes sûr que vous repartez avec votre aigle marine? Écoutez, je pense que c'est un peu lourd pour vous. Vous n'avez pas les moyens, Thomas, n'insistez pas. Ok, d'accord, j'insiste pas. Vous écoutez RTL.